Donc, contribuer, c'est une équipe, c'est à l'occasion, c'est à la veille de la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme, du 73e anniversaire de la proclamation de la déclaration. Donc, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, comme elle a la tradition chaque année de célébrer cette journée et de faire le point aussi sur la situation d'une manière générale des droits de l'homme. Donc notre forum, on va le clôturer aujourd'hui après avoir c'est-à-dire organisé plusieurs rencontres véhicules donc sur des thématiques bien précises. Aujourd'hui, c'est avec les organisations nationales des droits de l'homme et des différents acteurs de la société civile, justement, qui interviendront. Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est au cœur du Hirak aussi qu'on organise cet événement, et c'est aussi dans une conjoncture un peu spéciale due au Covid. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde. On a appelé uniquement les intervenants et la presse. Voilà. Et ça, si on parle de la situation des droits de l'homme, tous les voyants sont au rouge. Tous les voyants sont au rouge. Aujourd'hui, il y a dans notre pays des violations de toutes les libertés, notamment des libertés publiques, des libertés en général. Donc c'est pour ça que nous tenons à dénoncer toutes ces restrictions et toutes les entraves dues justement au Hirak, Rafaya. Il y a aujourd'hui des détenus qui sont incarcérés arbitrairement, Donc, nous saisissons l'occasion pour rappeler encore une fois les autorités pour dire qu'il n'y a aucun prétexte pour arrêter des gens qui manifestent pacifiquement ou qui expriment leur opinion. Rafaya, nous appelons les autorités à respecter les traités et les conventions auxquelles l'Algérie a ratifié. Nous appelons aussi à cesser toutes les intimidations, toutes les arrestations et tous les harcèlements envers les citoyens et envers les militants. Donc cette répression féroce qui s'abat sur la société وتتساورى أين يكسوتور وجدود وتتساورى أين يكسوتور باسكو القهر ودي تساوي خيرا غفايا أدابو أسا إلى قادي قادر إزرفان إلى قادي قادر إزرفان ومدان إلى قادي قادر إزرفان d'une manière générale. Là, nous exigeons aussi à ce que tous les détenus soient libérés et que toutes les restrictions soient levées à l'encontre de l'exercice des libertés et du droit. Donc, voilà globalement donc, je passerai la parole à Saïd pour exprimer la position de la Ligue et la vision de la Ligue par rapport à l'année 2021. Merci donc à vous, malgré vraiment toute la difficulté d'organiser cette rencontre aujourd'hui. C'était prévu qu'on l'organise en session Zoom avec d'autres intervenants. Malheureusement, voilà, les aléas encore une fois de l'Internet sont là. Voilà, la difficulté de connexion est toujours là, ce qui est aussi un droit, voilà, ce qu'on appelle les droits numériques. Nous sommes encore à la traîne. Voilà.
faire état de la situation de droits humains, mais surtout à célébrer cette journée importante pour nous et importante pour le mouvement des droits humains en général. Donc il s'agit bien sûr de la 73e anniversaire, du 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1900. C'est une journée importante pour nous, pour le mouvement des droits humains mondial, mais surtout algérien. Aujourd'hui, nous célébrons donc le 73e anniversaire. Bon, pour nous, aujourd'hui, nous organisons aussi donc, le Forum des droits de l'homme, qui est aussi à sa 10e édition. C'est un challenge pour nous, c'est un défi pour nous, c'est un long parcours. Voilà, comme à chaque fois, vous le constatez à chaque fois, à chaque célébration, avec des difficultés d'organisation, des difficultés voilà, donc, de réunion. Voilà, donc plusieurs éditions ont été interdites, plusieurs rencontres le long de ces 10 années ont été empêchées par l'administration, interdites par les autorités, mais cela ne nous a pas empêché justement de relever le défi, de résister, mais surtout voilà, de porter le message des droits de l'homme malgré justement toutes les restrictions. L'idée du forum a démarré d'une simple voilà, rencontre ici même au CDDH en 2012. Et l'idée, c'était justement de sortir de nos bureaux, aller auprès des citoyens, porter le message des droits de l'homme dans les villages, dans les communes, voilà, et auprès des populations, voilà, sortir un peu de ce que pensaient certains que les droits de l'homme est une affaire des élites, est une affaire des juristes. Donc on a essayé de porter ce message, mais malheureusement, 10 ans après, nous sommes revenus dans nos bureaux. Nous sommes revenus dans nos bureaux, et cela pour dire toute la difficulté aujourd'hui de sortir en dehors des bureaux, toute la difficulté aujourd'hui d'organiser des rencontres publiques, d'organiser des réunions publiques et de porter le message des droits de l'homme, sinon de dire le droit. Aujourd'hui, il suffit justement que voilà, d'émettre une opinion, on se retrouve justement poursuivi pour des chefs d'inculpation farfelus, des chefs d'inculpation infondés, et c'est le cas aujourd'hui, voilà, qui marque justement cette célébration. Donc pour nous, c'est l'occasion de faire état de la situation des droits humains en Algérie, de faire état justement des défis, et bien sûr de porter encore une fois ce message, voilà, mais surtout d'espoir, quelles que soient les conditions, quelles que soient les difficultés. Voilà, le peuple algérien a déjà réalisé un grand parcours, voilà, dans la consécration des droits, dans justement des acquis qu'il a arrachés depuis des années. Pour nous, à l'ALDH, nous avons pendant des années essayé donc de porter ce message dans la rue, mais en 2019, on s'est réjoui justement de retrouver ce message porté par le Hirak pendant 2 ans et demi. Et il suffit de voir juste les déclarations, les revendications, les pancartes portées dans la rue. C'est tout ce que nous voulions, tout ce que nous revendiquions pendant des années. Et ça a été l'occasion pour nous, en tant qu'Eladidage, justement, de prendre position clairement en faveur de Hirak, s'impliquer directement dans le Hirak en tant qu'acteur du mouvement des droits humains, mais aussi en tant qu'acteur de la société civile. Parce que nous l'avons dit, la question des droits de l'homme a été justement posée et portée dans le Hirak, et elle a été au cœur de la revendication du peuple algérien, une revendication centrale qui est justement l'édification de l'état de droit, le respect des droits humains et bien sûr le changement démocratique. Voilà, donc aujourd'hui, malheureusement, nous célébrons donc cette journée, le 10 décembre, dans un climat vraiment triste, dans un climat, grave, où les droits fondamentaux, les droits élémentaires sont remis en cause aujourd'hui, notamment les droits civils et politiques, ce qu'on appelle pour nous les droits de première génération. Alors que d'autres sont passés aux droits 3e génération, 4e génération. Nous, on est en train maintenant de discuter des droits justement élémentaires, qui sont les droits, voilà, liberté individuelle, liberté de s'exprimer, liberté d'émettre une opinion, liberté de se réunir et liberté de s'organiser. Voilà. Cela malheureusement est arrivé aussi après le Hirak qui a suscité beaucoup d'espoir, le Hirak qui a justement fait marcher le peuple algérien pendant des mois pour justement cette quête de changement. Aujourd'hui, c'est presque une parenthèse qui se referme, bien sûr sous fond d'une campagne d'attaque, continue
des acquis démocratiques, mais il y a aussi des acquis sociaux. Aujourd'hui, si on note un peu les droits civils et politiques, la situation n'est pas horizonte du tout. Aujourd'hui, si on parle justement de la liberté d'expression, on note déjà des journalistes qui sont en prison, notamment notre ami Mouloud de Liberté et notre aussi ami Hassan Boraz, qui est aussi journaliste et aussi militant de la ADDH, qui sont en prison aujourd'hui pour un délit d'opinion, pour un délit de presse, alors que le délit de presse a été abrogé par la Constitution. Si on parle aujourd'hui du procès équitable, si on parle des droits de la défense, si on parle justement de la justice indépendante, aujourd'hui nous avons un avocat qui est en prison. Notre ami avocat en parlera peut-être plus amplement. Un avocat qui est en prison pour le fait d'avoir défendu un autre détenu, l'avocat de Tbessa, Raouf Arslan. Pour parler des défenseurs, aujourd'hui nous notons déjà 300 détenus d'opinion qui sont en prison, d'autres des milliers qui sont en attente de jugement, d'autres aussi des milliers qui ont été victimes d'arrestations arbitraires. Pour l'année 2021, nous avons noté 270 détenus d'opinion, nous avons noté près de 2500 poursuites judiciaires, près de 7000 arrestations, ce qui est déjà un chiffre effarant, bien que le pouvoir dit à certaines occasions que c'est pas grave. Vous voyez à côté l'Égypte, ils ont 40 000 détenus, vous voyez à côté au Soudan, ils ont même tué des manifestants. Chez nous, voilà, c'est pas grave, alors que pour nous c'est grave, surtout après un Hirak pacifique, un Hirak démocratique, un Hirak justement qui a porté tout cet espoir du changement. Aujourd'hui, si on note les droits associatifs, les droits justement d'organisation et de réunion, vous le constatez tous qu'aujourd'hui, il est presque impossible de faire une réunion en dehors de nos bureaux. Et ce n'est pas seulement le cas de la Ligue, mais c'est le cas de toutes les organisations de la société civile autonome. Aujourd'hui, voilà, malgré justement la levée du régime d'autorisation consacré par la nouvelle Constitution 2020, aujourd'hui l'administration continue encore à exiger des autorisations préalables pour toute activité publique et surtout pour toute activité, voilà, des organisations, disons, autonomes. Aujourd'hui, la liberté de l'union aujourd'hui est presque mise sous scellé, pour preuve qu'aujourd'hui il n'est pas possible de créer un parti politique, il n'est pas possible de créer une association autonome, aujourd'hui il n'est pas possible de créer un syndicat. Plus que ça, aujourd'hui nous assistons à des menaces contre des acquis démocratiques, notamment de dissolution des partis politiques qui ont été déjà agréés pendant 30 ans, notamment le parti PST qui est aujourd'hui donc menacé de dissolution par le tribunal administratif, le parti UCP aussi qui est sous la même menace. Des associations sont dissoutes aussi. Nous avons notre ami Faisal Wahab qui est encore pour nous, qui est encore président de RAJ. Le RAJ a été donc dissoute par l'administration, qui est pour nous une dérive grave. C'est pour la première fois pendant maintenant plus de 30 ans que nous assistons à une telle dérive, de dissolution d'une association de la société civile. C'est une première et c'est vraiment une dérive grave et qui nous inquiète beaucoup. Voilà, donc des présidents de partis politiques sont en prison, notamment notre ami Fethi Ras, le coordinateur du MDS, est en prison. Des présidents d'associations sont en prison. Notre ami Nasser Mrani, président de l'association SOS Babelouet d'Alger, qui est un acteur très actif de la société civile, qui a été tout le temps aux côtés de la jeunesse, mais justement pour juste dire que les deux associations qui sont aujourd'hui les cibles de l'administration, les cibles justement des menaces et des restrictions, sont des associations de jeunesse. L'association RAJ, l'association SOS Babelouet. Et là, on se pose vraiment la question de la place réservée à la jeunesse dans ce pays. Quand on attend justement à des associations qui ont donné la voie, qui ont permis à la jeunesse de s'organiser, de se former, de se projeter, de se réaliser dans ce pays, en dehors des projets macabres, notamment de Harga, et on le voit comment justement ce phénomène a repris justement ces derniers temps. Aujourd'hui, ces associations sont des cibles aujourd'hui justement des attaques systématiques, des attaques de fermeture, des attaques de restrictions, des attaques d'harcèlement continu. Voilà, au point où aujourd'hui, peu d'associations continuent encore à porter des projets, peu d'associations continuent encore à porter justement la voix justement de la société civile. Aujourd'hui, la société civile est vraiment sous la pression. Les espaces civiques sont de plus en plus, je dirais rétrécis à tous les niveaux. D'autant que aujourd'hui la loi en vigueur, la loi 1206 que nous n'avons pas cessé de dénoncer, et nous sommes même arrivés à faire une proposition de loi alternative avec l'association RAJ et d'autres associations en octobre 2018 pour changer cette loi. Cette loi est encore en vigueur et cette loi est encore en contradiction avec la Constitution en vigueur.
la loi 1206 est en contradiction avec la Constitution, du fait qu'il consacre, la Constitution consacre le régime donc, de déclaration, alors que la loi 1206 donc, stipule encore donc l'obligation d'enregistrement préalable et d'autorisation préalable. Vous voyez bien la volonté politique du pouvoir en place, justement, qui a changé le code pénal pendant, je pense 5 fois, le code pénal a été changé 5 fois, mais malheureusement, à chaque fois, c'est dans le sens du rétrécissement, justement, des espaces des libertés et des champs des libertés, mais aussi dans le sens du durcissement des peines. Mais les lois, justement, qui consacrent, qui garantissent les libertés, les droits humains, n'ont jamais été changés. Pour preuve, pour exemple, la loi justement 1206, la loi des associations, la loi des manifestations publiques, donc la loi qui remonte encore à 91, la loi qui exige donc encore des autorisations pour faire une marche pacifique. Et on voit aujourd'hui, justement, pour la question des marches, aujourd'hui, c'est presque des souvenirs anciens. Aujourd'hui, il est impossible de faire une marche à Alger, surtout à Alger. Et ça nous rappelle tout l'embargo qui a été, donc, imposé sur la capitale pendant plus de 10 ans, depuis 2001 jusqu'à 2012, où justement cette possibilité l'état d'urgence a été levé, mais jusqu'à 2019, février 2019, c'est pour la première fois où le peuple algérien a reconquis l'espace public. Mais malheureusement, 2 ans après, cet espace public a été refermé, et aujourd'hui, nous assistons à l'interdiction systématique de toute manifestation publique. Et on était même arrivé à constater, à observer donc des interdictions des gens qui n'avaient même pas l'intention de marcher. C'est-à-dire que le vendredi, on arrête des gens pour le fait qu'ils sont juste à Alger, un vendredi. C'est-à-dire qu'on va même interdire l'intention de marcher. C'est même pas les marches. Donc voilà, pour dire toute la gravité de la situation aujourd'hui. Donc pour nous, la Ligue, à l'occasion du 10 décembre, donc nous avons ouvert certains débats. Malheureusement, même la situation sanitaire ne nous a pas aidés. Donc la pandémie, on n'a pas pu donc se déployer auprès des citoyens. Au-delà, bien sûr, des difficultés d'administration. Donc il y a aussi cette difficulté-là, qui nous oblige quand même à observer donc les mesures sanitaires, de prévention sanitaire. Et à l'occasion aussi d'en parler donc de la pandémie, de dire aussi, voilà, toute cette difficulté, sinon cette faiblesse-là de la gestion de cette pandémie. Donc il faut quand même rappeler le Hirak donc en 2019, en 2020, qui a donc arrêté donc les marches pacifiques. Malheureusement, le pouvoir, au lieu justement de tendre la main, au lieu justement d'appuyer cette dynamique populaire de solidarité, de communion nationale, le pouvoir en profité pour justement arrêter des gens, pour mettre des gens en prison, pour les chercher même dans leur maison. Cette pandémie est utilisée jusqu'à maintenant pour attenter aux libertés, et c'est ce que nous avons dénoncé, et c'est ce qui est dénoncé même par les mécanismes internationaux de droits de l'homme, notamment le Conseil des droits de l'homme, donc dans sa dernière directive, donc des lignes directrices, où il était dit que donc, la pandémie ne devait pas être justement exploitée pour justement restreindre les droits, notamment les libertés publiques et les libertés démocratiques. C'est le cas aujourd'hui. Dans certains cas, le pouvoir justifie les interdictions de certaines marches par la pandémie, alors que pour les activités qui concernent donc les alliés du régime, ils sont autorisés, bien qu'autorisés, ils sont même appuyés. Et on a vu à l'occasion des campagnes électorales, donc des élections rejetées par le peuple algérien de manière majoritairement. Voilà, donc je ne vais pas tarder. Je pense qu'il y a une partie qui a été donnée par Amnesty International concernant le rapport de la situation des droits humains. C'est ce que donc, nous partageons amplement. Mais juste pour une dernière, nous, on a été donc parmi une initiative d'une pétition qui a été lancée hier, qui a été rendue publique hier. C'est la pétition donc, des signataires pour les libertés démocratiques. Cette pétition, pour nous, est importante et même nécessaire dans cette situation, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette nécessité donc, de tirer cette sonnette d'alarme, vraiment sur la situation des droits humains, de la gravité, notamment sur le plan justement de l'instrumentalisation de la loi et aussi de la justice. L'article 87 bis du Code pénal, qui est aujourd'hui exploité, instrumentalisé pour faire taire toute voix discordante,
voilà, surtout avec cette qualification déjà qui a été déjà objet de plusieurs réserves au niveau du Conseil des droits de l'homme, mais cette qualification justement de qualifier toute voix discordante de terroriste. Aujourd'hui, cette dérive encore nous inquiète. Il y a beaucoup aujourd'hui de dépassement, de dérive dans la gestion donc, dans la gestion justement et l'application même de cette loi, au point où nous avons constaté dernièrement la création d'une commission nationale qui est censée classer les organisations et classer même les individus, s'arroger le droit carrément de juge à la place même de la justice. Aujourd'hui, on peut se retrouver classé dans une liste nationale comme terroriste, sans procès, sans pouvoir carrément, sans aucun pouvoir, sans aucun droit de recours. Et cela, pour nous, est une atteinte grave à la présomption d'innocence et aux droits des justiciables. C'est bon, c'est l'occasion pour nous, ça a été dit par Hussein, je ne vais pas répéter, c'est l'occasion pour nous de réitérer notre demande à cette occasion de la journée mondiale du respect des droits humains, des libertés démocratiques, de l'ouverture du champ politique, du champ médiatique, mais surtout de la libération des détenus d'opinion et des détenus politiques. Tant que l'Algérie garde encore des détenus, des personnes en détention pour le fait d'avoir justement exprimé une opinion, l'Algérie ne peut pas s'arroger donc carrément un État démocratique, parce qu'il ne peut pas y avoir d'État démocratique sans les libertés démocratiques et sans le respect du droit humain. Voilà, je m'arrête sur ce point-là et on laissera donc le temps aux autres intervenants. International des droits humains du 6 décembre, qui est pour nous l'occasion de faire le bilan des droits humains dans le monde et en Algérie, mais aussi ce bilan critique devrait nous permettre d'identifier nos priorités pour le futur. D'abord, j'aimerais dire d'un seul mot, c'est que la situation des droits humains est préoccupante. L'année 2021 n'a pas été une bonne année pour les droits humains. L'impact de la pandémie sur les droits humains a été constant pendant l'année. Nous avons bien vu les fortes inégalités qui existent entre les États et au sein des États. Nous avons vu également les conséquences de la crise climatique sur la vie des personnes, mais surtout l'année 2021 est marquée par la répression concernant les libertés fondamentales, notamment les libertés d'expression, de manifester et d'association. Mais avant d'entamer ce bilan, j'aimerais quand même souligner et saluer la mobilisation et l'engagement de la société civile, des militants des droits humains, des journalistes, des blogueurs, de simples citoyens. Et cette mobilisation a été constante durant toute l'année pour dénoncer les féminicides, puisque depuis le confinement de 2020, on a constaté quand même que le nombre de féminicides a été constant, et également la mobilisation pour les détenus d'opinion. Cette mobilisation est importante à souligner car elle est porteuse d'espoir et nous devons vraiment, et j'espère qu'au cours des débats on peut en avoir, discuter de comment nous mobiliser pour l'année 2021 pour affronter ces défis. Concernant la situation en Algérie, je vais bref que les conditions technologiques sont difficiles. Je vais axer mon intervention sur 3 points essentiels. Le premier point qui concerne les décès de Ramzi du 12 avril 2019 et de Kamel Eldin Farhad en mai 2019. Depuis 2019, Amnesty International a demandé à ce qu'il y ait des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales sur ces décès. Et il est important que nous puissions savoir aujourd'hui connaître les résultats de cette enquête et que les responsables soient traduits en justice.
La lutte contre l'impunité est très importante et marquera une rupture entre une période de répression et une période d'ouverture et de respect des droits humains. Donc il est très important de continuer à demander à ce que les responsables soient que justice et réparation pour les familles. Les familles doivent savoir qu'est-ce qui s'est passé et doivent obtenir justice. Ceci est fondamental. C'est le premier point. Le deuxième point concerne les violences à l'encontre des femmes. On a bien noté que la vie de nombreuses femmes, jeunes filles, est gangrénée par la réalité quotidienne de la violence, que ce soit à la maison ou dans la rue. Et ces violences doivent être absolument condamnées, puisque les violences peuvent conduire à la mort. Et pour cela, on peut voir qu'il y a eu une mobilisation concernant les féminicides et que malheureusement, comme on disait, il y a eu environ 54 féminicides en 2020 et aujourd'hui, on en est à peu près au même nombre. Et cette mobilisation, on la doit beaucoup aux associations des droits des femmes, à certains groupes informels qui dénoncent régulièrement toutes les violences à l'encontre des femmes. Durant l'année 2021, Amnesty International a constaté, avec un grand regret, un silence total des autorités concernant ces violences et ces assassinats de femmes. Nous appelons vraiment l'État algérien à avoir une parole et une action forte pour dénoncer les féminicides et les violences à l'encontre des femmes qui sont simplement des assassinats de personnes parce qu'elles sont femmes. Les enquêtes doivent être menées et les responsables doivent être traduits en justice. Et là aussi, c'est important puisque ça lancera un message fort à la population. Certes, la loi algérienne a été modifiée, améliorée, mais il reste un champ important, c'est également le changement des mentalités. S'il y a une mobilisation sur des réseaux pour dénoncer ces assassinats, malheureusement, on constate qu'il n'y a pas de grande campagne de dénonciation de ces assassinats et de manière plus générale concernant les violences à l'encontre des femmes. On note avec satisfaction de sensibilisation concernant la sécurité routière pour faire baisser le nombre de morts sur les routes, mais il n'y a aucune grande campagne de cette envergure nationale qui puisse passer le message que ces assassinats ou les violences à l'encontre des femmes, ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal et que normalement elles devraient relever du pénal. Donc nous appelons vraiment les autorités algériennes à mener des campagnes de sensibilisation dans ce sens, ainsi que des campagnes de sensibilisation faisant connaître la législation algérienne pour que les femmes connaissent leurs droits. Et dans ce sens, il est également important de bien spécifier que nous pouvons lutter contre ces violences si nous réglons la question de l'égalité des droits, car ces violences sont une conséquence des discriminations qui existent aujourd'hui à l'encontre des femmes. Discriminations qui existent encore dans la loi, mais aussi discriminations qui existent dans la mentalité des personnes. Le troisième point, bien sûr, il concerne les libertés fondamentales qui malheureusement continuent à être censurées. Et elles sont encore liées à la mobilisation et au mouvement du Hirak, qui était une demande dont la revendication principale était un état de droit, le respect des libertés fondamentales et la justice sociale. Pour Amnesty International, la liberté d'expression est extrêmement importante, comme vous le savez. C'est vraiment notre
ça a été toujours au cœur de notre combat. Et c'est cette liberté d'expression et ce droit à la liberté d'expression est très important parce qu'il sous-tend également d'autres droits humains importants. C'est la liberté de conscience, c'est la liberté d'association, c'est la liberté d'organisation, de se constituer en association, en syndicat, en parti politique. C'est la liberté de réunion pacifique, c'est la liberté de manifestation et de réunion publique pacifique. C'est pour ça que Amnesty considère ce champ très important. Durant la semaine du 19 au 25 février 2021, il y a eu une série de libérations de personnes qui avaient été arrêtées arbitrairement pour avoir exprimé leur opinion ou manifesté pacifiquement. Été libérées suite à l'annonce de grâce présidentielle du 18 février 2021 du président Tebboune en faveur des détenus du Chirac. On aurait pu penser que cette première vague était justement une première vague, puisqu'il restait encore un grand nombre de détenus d'opinion qui étaient encore emprisonnés ou harcelés. Et pour Amnesty International, aucune personne ne devrait faire l'objet de poursuites pour avoir exprimé pacifiquement leur droit à la liberté d'expression. Malheureusement, cette petite vague n'a pas été constante, bien au contraire. Tout au long de l'année 2022, nous avons constaté qu'il y a eu d'autres personnes qui avaient été arrêtées arbitrairement. Nous appelons donc les autorités vraiment à libérer toutes les personnes qui ont exprimé de façon pacifique leur liberté. Il faut noter que en 2020, nous avons eu aussi la révision de la Constitution qui mentionnait également cette liberté d'expression, mais qui ne prévoyait pas de garantie claire et dépourvue de toute ambiguïté concernant cette liberté. Cette liberté, donc qui devrait être une garantie constitutionnelle, dans le texte renvoie à la législation nationale pour sa mise en œuvre. Malheureusement, la législation algérienne contient, d'ailleurs dans le code pénal, contient à peu près 20 articles de dispositions qui sont formulées de façon vague et ambiguë, telles que atteinte à la sécurité nationale, à l'intégrité du territoire, à l'incitation à attroupement non armé. Ces dispositions, c'est sur la base de ces dispositions qu'un certain nombre de personnes ont été incarcérées pour des commentaires diffusés sur les réseaux sociaux ou pour avoir manifesté. Et d'ailleurs, on a bien vu que les personnes ne sont jamais arrêtées au motif qu'ils ont manifesté, mais d'attroupement non armé. Mais on peut se poser les questions, qui décide qu'il y a eu un attroupement ou une incitation à l'attroupement? On dit que c'est 3 personnes, mais comment déterminer si c'est 3 personnes d'une même famille qui marchent, des amis? Comment peut-on déterminer? Donc on voit bien que ces formulations se prêtent à des interprétations absolument très larges. Durant l'année 2021, on a également constaté qu'il y a eu des atteintes qui ont été portées à des associations telles que l'arrestation du président de SOS Double White ou la dissolution de l'association de rage. Nous avons expliqué, si on la parcourt, on verra bien qu'il y a eu des arrestations concernant la liberté constitutionnelle, de conscience, de manifester, d'association. Je voudrais venir à une arrestation qui
excessive et compromet vraiment une garantie d'un procès équitable qui concerne l'accès à la justice et qui concerne la condamnation de Abdelraouf Aslem, qui est un avocat. Et l'arrestation d'un avocat est contraire aux normes internationales et un avocat ne peut être poursuivi pour son travail de défense, qui est une condition essentielle d'un procès. Et c'est comme Amnesty International, nous ne défendons pas ce que disent les personnes, mais nous défendons leur droit à dire. Et un avocat défend toute personne sans forcément adhérer à la cause de son client. Donc il est très important que les autorités algériennes s'abstiennent de faire condamner finalement ou radier des avocats pour leur travail. L'assistance juridique est fondamentale, comme je le disais, pour un droit à un procès équitable. Je vais terminer pour dire que ce qu'on constate, c'est qu'il devient extrêmement dangereux de critiquer le régime, d'émettre des opinions contradictoires, divergentes. Alors qu'un état de droit et la liberté d'expression n'est créatrice et doit pouvoir permettre par des débats contradictoires. Et c'est très important. Et il faut bien noter que les États, on peut mesurer le degré de tolérance d'un gouvernement à l'égard des droits humains, justement s'il permet à ses citoyens et ses citoyennes d'avoir des opinions défavorables et des critiques. Plus un État permet ce degré de liberté, plus on voit la place qui est accordée aux droits humains. Je voudrais aussi terminer en disant que il faut vraiment l'année 2022 sera une année importante et il faudrait se mobiliser puisque suite à la révision de la Constitution, il devrait y avoir des révisions de la législation nationale portant sur les droits d'association, sur les droits sur le droit de manifester, la liberté de la presse, elle aussi, il faut souligner qu'elle a continué à être censurée. Donc nous devons vraiment nous mobiliser pour porter notre voix, pour que tous ces changements qui devraient intervenir en 2022 reflètent vraiment les droits humains. Le deuxième moment important en 2022, c'est l'examen périodique universel de l'Algérie auprès du système des Nations Unies. Et là, nous espérons vraiment qu'il y ait des progrès sur les droits humains. Et donc, nous devons absolument nous mobiliser pour que l'année 2022, il y ait des réformes globales qui sont nécessaires. Pour mettre un terme aux violences à l'encontre des femmes, mais aussi pour asseoir les droits humains dans la législation nationale, afin que cette législation nationale soit tout à fait en conformité avec l'esprit de la Constitution qui met en avant un certain nombre de droits humains. Donc j'en appelle vraiment à la mobilisation des acteurs de la société civile et le mieux c'est de pouvoir porter ensemble nos revendications auprès des autorités algériennes, à qui j'appelle vraiment à avoir un dialogue avec la société civile, car c'est la société civile qui est sur le terrain et qui connaît bien les problèmes qu'affrontent les citoyens et les citoyennes algériennes. Et je vais terminer en appelant également la société civile à se mobiliser aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, avec Amnesty, sur la grande campagne mondiale des droits humains, qui est le marathon des lettres, qui est une campagne internationale qui mobilise l'ensemble de l'opinion publique mondiale pour faire libérer un certain nombre de personnes. Et actuellement, les personnes sur lesquelles on veut mettre la lumière,
c'est des personnes qui, dans leur grande majorité, sont dans les droits de la liberté d'expression sont violés. La solidarité internationale est très importante pour faire avancer au niveau international l'avenir des droits humains. Je rappelle que l'année dernière, dans ce marathon des droits humains, malheureusement, Khaled Brahimi y figurait puisqu'il était encore détenu. Aujourd'hui, il bénéficie d'une liberté provisoire, mais cette solidarité internationale a sûrement contribué à sa libération. Donc, j'appelle tous les citoyens et les citoyennes algériennes à se mobiliser également au niveau international pour la défense de la liberté d'expression. Voilà, merci. نكمل كان ثورة غادي نوغال سوالا ممكن كيف القهر أيدي الليل أسا في مغناسن في ولود وي d'accord سقرني شوية ندوينا كان دونك نعاود القهر إلا نسات donc toute cette répression qui s'est abattue aujourd'hui sur les citoyens et sur la population en général, notamment ici à Béjaïa, où la situation est catastrophique. Des gens sont convoqués régulièrement, quotidiennement, au niveau des commissariats pour des auditions, que ce soit donc des convocations d'activistes, de syndicalistes, de journalistes, d'avocats, de militants politiques, donc de femmes. Toute personne aujourd'hui n'est à l'abri. L'appareil judiciaire aujourd'hui est instrumentalisé pour mater toute expression. Donc nous avons un invité aujourd'hui qui est parmi nous et qui fait partie du collectif de défense des détenus, qui est Maître Khatri Salem. Donc la parole est à vous pour nous donner un aperçu sur le système judiciaire et sur la question des détenus. Aujourd'hui, c'est pour se remémorer l'anniversaire, la Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948, donc qui a été initiée, donc c'était la continuité de la Révolution française de 1780. Tout ce qui concerne l'état des droits de l'homme aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui en Algérie, on va dire que il y a un rétrécissement comme une peau de chagrin de tous les droits. Si on fait la genèse de l'année 2019, l'année 2020, l'année 2021, moi j'aimerais bien retourner un peu en arrière et dire que tous les régimes répressifs dans le monde, à travers l'histoire, sont les mêmes. Tous les régimes répressifs à travers le monde et à travers l'histoire sont les mêmes. Il n'y a pas de micro. Bon, allez, ça, on y est. Au moment de visioconférence, d'accord. Donc, j'ai dit que la genèse de l'histoire de tous les régimes répressifs dans le monde, c'est la même méthode, les mêmes méthodes, elles sont séculaires. Donc, elles restent ancrées dans les sociétés anniversaires de la dictature, dans les régimes coloniaux. Donc, par curiosité, j'ai pris un peu une conférence de Maître Bentoumi, Ammar Bentoumi, qui était le premier ministre de la justice algérienne, qui était le premier président du collectif de défense du PPA-MTL en 1947-1948, on va là, le collectif des avocats du FLN, 54 années 60. Donc quand on lit ce livre, on relit cette conférence,
de 1947, ce qui s'est passé en Algérie pendant l'ère coloniale, il y avait le décret Régnier, le décret Régnier de 1935, qui a réprimé toute voix discordante des indigènes. Tout indigène qui s'exprime, il fait face à un emprisonnement, à une mise dans un camp de concentration. Donc la loi a été abrogée en 1948 par le Parlement français, donc pour les élections de 1948. On a activé à la Révolution l'article 80, alinéa 2. L'article 80, alinéa 2, toute atteinte à la sûreté extérieure de la France. Et les peines peuvent aller jusqu'à la peine capitale. Donc à l'époque, 54 au début de la Révolution, on a mis un arsenal, l'État colonial a mis un arsenal juridique, judiciaire, pour une répression féroce en Algérie. Parce que, bon, est-ce qu'ils ont inventé comme concept, au lieu d'état de siège, et la Constitution française, c'est l'état de siège. Mais l'état de siège, c'est quand il y a une guerre contre un ennemi extérieur, un autre État. Donc ils ont érigé ce qu'on appelle l'état d'urgence. L'état d'urgence quand il y a des troubles internes. Les troubles internes. Et ça, ce concept-là, il a été appliqué par toutes les dictatures dans le monde, juste après. Donc l'état d'urgence, c'est réprimer, rétrécir les droits, les libertés, mettre en prison, mettre dans des camps de concentration, faire des poursuites sans... il y avait même des brimades sans passer par la justice, des arrestations, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas en Algérie seulement, mais tous les régimes, et ce n'est pas quelque chose dont on peut être fier, tous les régimes dictatoriaux répressifs, tous les régimes qui sont contre les libertés des droits ont toujours agi de la même façon, c'est d'avoir, de concocter un arsenal juridique répressif pour se légitimer, légaliser la répression. Légaliser la répression en utilisant la justice ou le secteur judiciaire, ou ce qu'on peut appeler le pouvoir judiciaire. Donc c'est la même chose qui s'est passé en 63, en 72, les événements 72, en 80, 81, 85, 91 et 92, et 2001. Et ça se répète. 2001, il y avait une trêve, on voulait une sorte d'ouverture démocratique avec les régimes de Bouteflika. Et en 2019, on a commencé à rétrécir aussi pour faire face au Hirak, à la révolution pacifique. Donc en 2019, on a vu que sur instruction du chef d'état-major, il y a eu des arrestations pour le port du drapeau, pour des causes fallacieuses. Et comme il y avait quand même une certaine mobilisation, une mobilisation populaire, il y avait un certain recul par rapport à cette répression-là, qui a été accentuée après par ce qu'on appelle la fameuse raison sanitaire. La fameuse cause sanitaire avec le Covid en 2020. Il y a eu le retour, l'accalmie la révolution pacifique, une certaine accalmie, un certain retour chez soi par les manifestants. Donc ils ont profité de l'occasion pour mettre cet arsenal judiciaire, juridique, répressif. Et l'apothéose, aujourd'hui, c'est l'article 87 bis, qui est un danger mortel pour toute liberté. L'article 87 bis, c'est, en termes de liberté, c'est de dire que toute demande, toute manifestation, qu'elle soit pacifique ou non, elle est considérée comme un acte terroriste. Ce qui va à contresens, de tous les concepts
connu universellement pour ce qui concerne le terrorisme. Le terrorisme, c'est un terroriste, c'est quelqu'un qui prend les armes, qui va aller défendre sa cause par les armes. On ne peut pas taxer un manifestant pacifique de terroriste. Là, c'est un contresens, et c'est un non-sens, et c'est un danger. Je dis un danger mortel pour toutes les libertés, pour tous les droits. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être fier de dire que le régime algérien a repris les mêmes méthodes, malheureusement les mêmes méthodes que tous les régimes répressifs, mais malheureusement il a repris les mêmes méthodes que les régimes coloniaux. Les mêmes lois, l'article 79 par exemple, on l'a hérité de la législation française depuis la colonisation. Maintenant, on arrive à l'article 87, qui est une atteinte à toutes les chartes internationales. C'est une atteinte même à la Constitution, à toutes les constitutions érigées en Algérie de 63 jusqu'à nos jours. On ne peut pas être fier d'un système judiciaire qui est aux ordres. Nous, on a toujours milité pour dire que s'il y a on veut instaurer une vraie démocratie, il faut qu'il y ait un vrai pouvoir judiciaire. Je ne parle pas du pouvoir législatif parce qu'il peut être sous la vote, mais un système judiciaire où le magistrat n'est pas libre, n'a pas la conscience libre pour juger, pour rendre la justice. Et surtout, un juge, la première mission d'un magistrat, c'est de protéger le citoyen. Comment protéger le citoyen? C'est d'appliquer la loi, rien que la loi. C'est de ne soumettre qu'à sa conscience. C'est ça la première mission d'un magistrat. Quand on parle de pouvoir judiciaire, ça veut dire que ce n'est pas une fonction judiciaire, ça veut dire que ce pouvoir-là, il a toute l'attitude de n'appliquer que la loi et de ne se soumettre qu'à sa conscience. Malheureusement, aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas que les droits de manifester ou les droits d'expression qui sont mis en mal dans ce pays. On voit maintenant que tous les droits économiques du citoyen sont bafoués. Le droit de dénoncer certaines situations comme la corruption ou autre chose. Il y a un citoyen qui est poursuivi dans 20 affaires parce qu'il a osé dénoncer la corruption dans sa ville natale. Donc il n'y a aucune protection, au contraire. Toute remise en cause de certaines habitudes, de ce système, on actionne le système judiciaire pour mettre fin à toute vérité, à toute voix discordante dans ce pays. Donc, mon ami Saïd Salhi a parlé d'un avocat en prison, d'un journaliste en prison. Malheureusement, ce n'est pas seulement les avocats, ce n'est pas seulement les intellectuels, ce n'est pas seulement les journalistes. Même le citoyen lambda est sous menace. Même le simple citoyen, ceux qui peuvent dire non à ce système-là, ils sont sous menace. Donc, pour ce qui concerne notre confrère, il y a une ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel, tout simplement parce qu'il a reçu des citoyens, des justiciables dans son bureau, et ces justiciables-là, on les accuse d'appartenir à Rachat. Et l'association Rachat
cette affaire-là, elle a été déclenchée avant qu'on décrète que l'association Rachad est terroriste. Voilà. Les incohérences encore du système judiciaire algérien. Donc, et pour dire que ce n'est pas bougie, j'ai été à Alger le mois d'août, le mois de septembre, août-septembre, pour les dossiers des détenus, les Lamourouj et les autres. Il y avait une présentation de citoyens de TAF, 17 citoyens qui sont accusés d'appartenir à l'association Rachad. Si ce n'est pas Rachad, c'est le mal. Si ce n'est pas Rachad, c'est le mal. Maintenant, la stratégie est claire en disant que, je vais dire crûment que on doit diaboliser ces mouvements-là, le mouvement MAC et le mouvement Rachad. Moi, bon, on ne va pas dire, on ne va pas se cacher derrière, je n'appartiens pas au MAC, je n'appartiens pas. Ça touche aux libertés, ça touche aux consciences, ça touche au droit du citoyen d'exprimer ses positions. On ne peut pas imputer d'actes terroristes quelqu'un qui s'exprime pacifiquement, soit du Rachad, soit le MAC, ce soit les LCD, ce soit l'association Raj, ce soit quelle que soit l'appartenance idéologique de ces mouvements-là. On ne peut pas taxer des gens qui s'expriment pacifiquement, on n'a pas le droit de le faire, et toutes les chartes internationales garantissent aux citoyens du monde la liberté de s'exprimer, de prendre des positions, d'avoir une conscience. Maintenant, on est en porte-à-faux. L'Algérie en porte-à-faux avec toutes les chartes qui protègent le droit des citoyens et les libertés. Et, je vais dire aujourd'hui, on sait aussi les Français ont essayé de détourner l'attention avec l'attaque tripartite sur l'Égypte. Maintenant, on nous sort. Maintenant, il y a un danger réel, un potentiel, danger extérieur. On ne peut pas extrapoler tout ça pour réprimer à l'intérieur. Si vraiment on veut un État fort, il faut que l'intérieur soit le peuple dans son territoire, soit développé, soit libéré, et tous ces droits. On ne peut pas dire qu'il y a un danger extérieur et réprimer à l'intérieur. On ne peut pas évoquer à chaque fois Israël pour détourner l'attention sur les détenus d'opinion, sur les citoyens qui sont en prison. Sinon, ça va paraître aussi comme une manœuvre dilatoire pour mettre museler l'opinion, museler le citoyen, faire taire toutes les voix discordantes dans ce pays. Toutes les voix libres dans ce pays, on va les faire taire avec le monstre ou l'ogre israélien ou le marocain ou le danger aux frontières. Si vraiment on veut protéger ce pays, il faut libérer d'abord le peuple, donner ses droits à ce peuple. Alors là, on va dire qu'on va protéger nos frontières, protéger le pays. Donc, à ce moment, on va dire que on a une lutte à faire, une lutte à terminer. On va avec la répression judiciaire, avec tous ces personnages judiciaires et juridiques. Il y a un peu une défection au niveau des luttes, mais ça ne peut pas. J'ai toujours dit que la répression, je l'ai toujours dit, je l'avais dit. J'ai dit une fois que si la répression était une solution, la France ne serait jamais sortie de ce pays
après le massacre de 1945. 45 000 morts, 10 000 arrestations, 900 condamnations à mort. Et avec ça, en 1954, il y a eu la révolution. Donc si c'était une solution pour mettre le haut là sur une révolution pacifique, la France, avec sa répression féroce, ne serait pas sortie de ce pays. Aujourd'hui, donc, même si les gens se taisent par peur, Personne connecte-toi. donc pour terminer, même si les gens aujourd'hui se taisent par peur, il y a des gens qui ont fait un peu le recul par calcul aussi. Il y a la répression a fait reculer beaucoup de gens, mais la flamme de la révolution pacifique ne va pas s'éteindre. Elle ne va jamais s'éteindre parce que jamais défendre. Puisqu'il n'est pas construit sur du solide, sur la vérité, on ne peut pas réussir à mater tout un peuple comme ça avec des lois, on peut tout mettre en œuvre, mais un jour ou l'autre, le peuple retrouvera ses droits et ses libertés à tout ça. Merci, maître, sur cet aperçu sur le système judiciaire. Donc, je tiens, au nom de la Ligue, à saluer le courage des avocats de la défense qui ont assuré justement la défense de tous les détenus. Hein, et aujourd'hui, même si mais nous disons que il faut continuer à défendre le droit. Il faut continuer à défendre justement tous les gens qui ont été arrêtés arbitrairement, parce que la liberté d'expression doit être mise, doit être à l'avant de toutes les luttes. Nous allons aussi traiter une autre thématique par rapport justement à la liberté d'expression. Nous avons aujourd'hui des journalistes qui ont été... Hein? D'accord, eh bien on va continuer. Les gens qui sont ici, des invités, nous allons intervenir sur un autre volet, qui est le volet justement de la femme, de la place de la femme dans la société. On a déjà abordé cette thématique lors de notre conférence que nous avons tenue ici, et nous avons une militante qui est parmi nous. C'est Wissem Zizi, qui est militante politique et aussi membre du collectif libre et indépendant des femmes de Béjaïa. Donc Zizi, la parole est à toi. Je vous remercie tout d'abord pour l'invitation et surtout d'avoir donné un terrain pour que les femmes s'expriment, donc par rapport à leur situation et à leurs conditions, donc, et surtout à leur place, de s'exprimer par rapport à leur place dans notre société, qui est la société algérienne. Donc, je vais juste enchaîner en quelque sorte par rapport à enchaîner avec vos interventions par rapport de dire que voilà, les droits sont bafoués et tout. Chose qui est vraiment certaine, faut savoir aussi les droits des femmes sont doublement bafoués dans notre société et y compris ailleurs. Mais je vais parler quand même par rapport à la société algérienne. Faut savoir que justement que ce soit les droits politiques ou bien économiques ou la place dans la politique ou bien dans la place des femmes, juridiquement parlant, il faut savoir que la femme algérienne actuellement, elle est encore considérée comme une citoyenne de seconde zone. Donc que ce soit comme j'ai dit, sur tous les plans. Et faut savoir quand même qu'elle se trouve à la première ligne pour payer la crise tout d'abord.
à payer la crise que l'Algérie est en train d'endurer. Donc voilà, donc il y a des inégalités dans tous les terrains et tout. Tout d'abord, en commençant sur le plan juridique où il y a ce qu'on appelle le code de la famille quand même qui opprime doublement la femme et qui opprime aussi l'homme, parce qu'il faut savoir quand même, lors de l'adoption du code de la famille en 84, il y a eu quand même ce qu'on appelait l'infitah et tout, il y a eu donc voilà, donc ça a opprimé en quelque sorte l'homme, mais ça a aggravé la situation des femmes. Et aussi, il faut savoir que sur le plan économique, voilà, la femme elle est touchée plus par la précarité, le chômage, où elle représente seulement 18% dans le secteur du travail, en tant que femme travailleuse. Chose qui est contradictoire alors qu'il y a 75% des universitaires qui sortent chaque année, en quelque sorte. Donc voilà, donc déjà, en représentant un petit peu ces chiffres-là, on trouve que c'est vraiment contradictoire, il y a une contradiction par rapport à la place donnée à la femme dans notre société. Mais il faut savoir aussi que actuellement, avec la venue du Hirak et tout, ça a donné un certain souffle à tous les mouvements, et que ce soit pour le mouvement femme ou encore elle a donné un souffle aussi au mouvement des travailleurs par rapport au syndicalisme, et il a permis la création de différentes coordinations, de différents collectifs. Il a permis d'avoir des coordinations, y compris politiques et tout. Donc ça a donné un énorme souffle, y compris par rapport au mouvement femme qui était en quelque sorte invisible, si je peux dire ça, parce que ça se résumait juste à des débats de salon et tout, mais ça a permis au mouvement femme de sortir dans le terrain, d'exprimer le mouvement à exprimer différentes revendications et tout. Même si dans le Hirak il y a eu ce qu'on appelait le machiwaktisme, parce que il disait que voilà, la question de la femme ça viendra par la suite et tout, mais ça n'empêche que les militantes ont gardé quand même leur place dans le Hirak et tout. Et ça nous a permis quand même de rebondir, d'exprimer nos revendications, de s'accrocher et aussi d'intégrer y compris différentes coordinations, parce que nous on part du principe qu'on ne peut pas avoir un mouvement qui diffère de l'autre, tout est combiné, tout est lié, donc voilà, c'est pour justement créer un réel rapport de force. Et malheureusement c'est qu'avec la crise sanitaire ça a fait en fait qu'aggraver la situation des femmes concernant les violences. Ça a fait aggraver, je pense que ça a mis un cas y compris en quelque sorte pour le Hirak, parce que c'est le Hirak, je dis entre guillemets qu'il n'existe plus, mais ça a mis un cas à beaucoup d'autres forces, et ça a accentué la répression, y compris par rapport aux femmes. Parce que quand on voit que dans la crise sanitaire, ça a accentué les violences faites aux femmes, et aussi il y a ce qu'on appelle le désengagement de l'État, parce que là on se retrouve, le mouvement femme a reculé certainement, mais on se retrouve avec un désengagement total de l'État par rapport aux femmes battues, par rapport à ces conditions et tout. Donc oui, je dis que les droits des femmes sont doublement bafoués. Et comment dire, c'est que actuellement, il n'y a que la convergence dans des luttes qui pourra nous sauver réellement. Pour qu'on puisse rebondir et tout, on pourra que, pour créer un réel rapport de force, on pourra que renforcer justement nos rangs avec la convergence de nos luttes. Et je vous remercie. Merci Wissem, merci pour bien sûr que nous allons traiter le cas du mouvement associatif. Donc malheureusement Arraj, qui a été une association dissoute arbitrairement,
Aujourd'hui, nous avons parmi nous Fersaoui Blouer, qui est ex-détenu et qui est du mouvement associatif, justement, interviendra sur cette thématique. Voilà. Bon, Azouf Laoun, tout d'abord, je tiens à remercier la Ligue et le CDDH pour cette invitation et pour cette initiative. Vraiment, cette initiative reflète réellement, c'est-à-dire la rencontre d'aujourd'hui, reflète réellement l'état des lieux des libertés et des droits humains en Algérie. J'ai déjà participé aux éditions précédentes. Donc avant, il y a des rencontres un peu partout dans des grandes salles. Donc normalement, cette rencontre elle sera programmée dans une grande salle au niveau de la Maison de la Culture, au niveau des sites universitaires, des centres, des maisons de jeunes, un peu partout dans les différentes communes de la Oudaya. Donc quand même, il y a un recul énorme en matière de liberté démocratique, en matière des droits humains. Donc je ne vais pas refaire le constat. Les violations qui sont citées par des amis qui ont pris la parole avant moi. Donc effectivement, le climat, il y a un recul énorme, ça clignote vraiment rouge sur tous les plans. Nous sommes, parce que les Algériennes et les Algériens n'ont pas cessé de militer pour leur liberté, pour le respect des droits humains depuis l'indépendance à ce jour. Et octobre 88, quand même, c'est une étape importante dans la lutte des Algériennes et des Algériens qui a donné naissance au pluralisme politique, à l'ouverture de champs politiques, médiatiques, associatifs et syndicaux. Malheureusement, nous ne sommes pas revenus avant février 2019, mais nous sommes revenus à la période d'avant octobre 88. Donc, c'est grave ce qui se passe actuellement. Et donc, si on compare la situation, le pouvoir algérien, il a une certaine spécificité. C'est un régime qui joue sur la façade. C'est un régime qui souffle le chaud et le froid en même temps. Même, si je peux dire, il est atteint d'une schizophrénie politique. Ça veut dire, dans le discours, il prend un discours de liberté, un discours des droits humains, un discours d'un état de droit qui respecte toutes les libertés. Dans les textes, si on prend les différentes constitutions de l'Algérie depuis notamment 89 à ce jour, il y a tout un chapitre réservé au respect des libertés, des démocraties. Certes, on peut les critiquer, remettre en cause beaucoup de lois, beaucoup d'articles, mais en grosso modo, il y a une bonne partie d'articles qui consacrent les libertés, la démocratie. Même dans l'actuelle Constitution, j'ai vu le chapitre des libertés et des droits, c'est quelque chose d'énorme. Même si on prend les libertés, les différentes lois organiques promulguées après, soi-disant la loi sur les associations, sur les médias, sur les rassemblements, sur les différentes questions qui parlent des libertés et des droits, malgré leur caractère liberticide, mais ils ne respectent pas ses propres lois. Donc aujourd'hui, le législateur lui-même ne respecte pas ses propres lois. On prend l'exemple de la loi 206 relative aux associations. Effectivement, RAJ fait partie des dynamiques qui ont rejeté cette loi, qu'on a qualifiée de liberticide et de scélérate avec la Ligue et d'autres associations. Mais malgré, ça veut dire cette loi, elle est liberticide et n'encourage pas le mouvement associatif, le régime en place, le pouvoir en place ne respecte pas cette loi liberticide. Donc il va au-delà de ce caractère liberticide des lois et ne respecte pas les lois. Donc partout, dans toutes les lois, donc c'est le législateur lui-même qui ne respecte pas ces lois. Donc c'est pour cela aujourd'hui il faut faire la différence entre la situation des libertés et des droits dans les textes, qu'on peut discuter, mais globalement, donc il y a quand même des lois et des articles qui respectent les libertés, et la pratique. La pratique, c'est le contraire des lois.
Et d'ailleurs, l'Algérie, c'est l'un des pays qui a ratifié pratiquement la totalité des conventions internationales relatives aux droits humains. Donc ça, il est fait pour la consommation notamment internationale, pour donner une image comme quoi l'Algérie respecte les libertés, respecte les droits humains, vit le pluralisme politique, on organise des élections, nous avons 60 partis politiques, des centaines de journaux, des milliers d'associations, des dizaines de syndicats, mais sur le terrain, il n'y a ni une pratique associative, ni une pratique syndicale, ni une pratique partisane qui respecte les règles du jeu démocratique. Donc c'est ça la nature du pouvoir qui n'a pas changé au fait depuis l'indépendance, depuis notamment l'ouverture démocratique en 1988 à ce jour. On le constate même actuellement durant le Hirak. Donc on a parlé de l'article 87 bis du code pénal, l'instrumentalisation de certains concepts vagues comme atteinte à l'unité nationale qui est resté vague. Donc c'est au juge, à lui d'interpréter à sa manière si une telle action peut porter atteinte à l'unité nationale ou non, alors que moi je dirais que tous les détenus d'opinion qui sont aujourd'hui, qui croupissent aujourd'hui dans les prisons pour avoir exprimé une opinion, c'est des gens, c'est des Algériens qui n'ont pas de leçons à recevoir sur le nationalisme, qui n'ont pas de leçons à recevoir sur le patriotisme. C'est des gens qui sont jaloux de leur pays, qui aiment leur pays, qui veulent s'exprimer, ils veulent faire entendre leur vision, leur manière de voir l'Algérie de demain, parce que nous voulons une Algérie pour tous les Algériens, dans leurs différences, dans leurs divergences, dans leur pluralité. C'est ça l'Algérie qu'on veut. On ne veut pas une Algérie, ça veut dire qu'il y a un seul moule. Donc ça, c'est le parti unique que les Algériens ont refusé. Aujourd'hui, on entend même dans les discours officiels renforcer le Front National. Effectivement, on ne peut rien faire sans renforcer le Front National. On ne peut pas faire face aux défis de développement économique, de la stabilité politique, des dangers qui guettent le pays de l'extérieur. Il y en a parce qu'effectivement l'Algérie elle est entourée par des conflits autour des frontières. Pour faire face à ces défis, il faut renforcer le front interne. Mais le front interne, comment on peut le renforcer? On le renforce par le respect des libertés. Les libertés d'expression, de rassemblement, de presse, de médias. L'Algérie a besoin d'une opposition très forte. Elle a besoin d'une presse libre et indépendante. Nous avons besoin d'un mouvement syndical qui joue son rôle en tant que partenaire, un véritable partenaire social. Nous avons besoin d'un tissu associatif bien organisé, autonome, indépendant dans ses actions, qui peut contribuer, critiquer, proposer. Il joue son rôle de contre-pouvoir dans la société. C'est de cette manière, avec une justice, effectivement, un pouvoir judiciaire indépendant. Donc c'est de cette manière qu'on peut renforcer le front interne. Mais avec la répression, emprisonner des Algériens pour leur opinion, censurer les médias, empêcher, dissoudre des associations, dissoudre les partis politiques, fermer les espaces publics, ne peut que affaiblir le front interne, donc exposer l'Algérie au danger, soit de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc avec cette approche purement sécuritaire prônée par le pouvoir depuis le début du Hirak, face à un Hirak qui a permis aux Algériens par millions d'exprimer leur aspiration à la liberté, leur aspiration à la démocratie et leur aspiration à construire un État de droit et démocratique. Malheureusement, le pouvoir a répondu par le déni des libertés et des droits des Algériens par la répression. Cette approche sécuritaire ne peut que prolonger la crise dans la durée, ne peut que aggraver la crise davantage, élargir le fossé entre le citoyen avec les institutions de l'État. Aujourd'hui, le citoyen n'a plus confiance pratiquement dans des institutions de l'État. Heureusement, ce n'est pas nous qui le disons, même derrière moi, le ministre de la Justice l'a déclaré publiquement que le citoyen n'a pas de confiance
aux institutions de l'État, parce que c'est les pratiques du régime qui n'ont pas changé, c'est le réflexe du régime qui n'ont pas changé, même si on change des personnes. Donc, de cette manière, nous sommes en train, le pouvoir est le premier responsable, il est en train de mener le pays droit dans le mur, et il sera responsable, bien sûr, de l'évolution de la situation, parce que je dirais que la situation n'a pas changé. Au contraire, ça s'est dégradé davantage. Les raisons qui ont fait sortir des millions d'Algériens en février 2019 sont toujours d'actualité, soit sur le plan politique, soit sur le plan économique, soit sur le plan social. Au contraire, les conditions s'aggravent davantage. Donc à tout moment, le peuple algérien, il peut sortir, il peut s'exprimer, il peut exprimer son ras-le-bol et rejet de la situation actuelle. Et la répression ne peut que étouffer, ne peut que pousser les Algériens qui ont exprimé qui se sont exprimés d'une manière pacifique, les pousser vers la radicalité. Et quand on dit la radicalité, donc surtout dans le contexte actuel, s'il y a un mouvement social qui va venir prochainement, et si la situation demeure, les Algériens, bien sûr, on voit aujourd'hui des manifestations sur le plan social avec la cherté du pouvoir de la vie, la dégradation du pouvoir d'achat, enlever les subventions des produits de première nécessité. Donc ça bouillonne. Et quand tu n'as pas des forces de médiation dans la société, donc personne qui peut contrer, qui peut encadrer, qui peut orienter. Casser une association comme RAJ, c'est aussi casser une force de médiation dans la société. Affaiblir la Ligue, c'est la même chose. S'attaquer aux partis politiques, c'est la même chose. Donc c'est de laisser une société comme ça, sans repère, sans garde-fou, sans force dans la société, qui peuvent un jour contribuer à l'encadrement, d'ailleurs c'est très important. Aujourd'hui, quelle que soit la volonté, la capacité des dirigeants, ils ne peuvent pas assurer un développement, ils ne peuvent pas assurer une stabilité, ils peuvent rien faire sans la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques, sans le mouvement associatif, sans l'opposition, sans les syndicats, sans les médias. Donc c'est toutes ces forces, c'est toutes ces composantes qui vont participer pour assurer une stabilité et le développement du pays. Je vais parler un peu sur le RAJ, parce que ce qui s'est passé avec le RAJ ne concerne pas uniquement le RAJ, ça concerne la question des libertés et des droits humains en Algérie, parce que le RAJ, quand même, c'est une association qui fait partie du dynamique des associations les plus engagées sur le terrain, et malheureusement elles ne sont pas nombreuses en Algérie, parce que il y a des militants, des associations, des syndicats, des journalistes qui ont commencé à militer bien avant février 2019. Le Hirak, pour moi, n'est pas tombé du néant, n'est pas venu du néant. Le Hirak, c'est un résultat, c'est le fruit des luttes des générations de militants, des associations, des partis politiques, des syndicats, des journalistes, qui a donné ce mouvement extraordinaire qui a suscité le respect, l'admiration du monde entier. Donc la dissolution administrative de l'association RAJ, c'est une atteinte grave aux libertés. C'est un coup très dur pour les libertés démocratiques d'une manière générale, mais la liberté d'association. Et aussi, c'est un message. Certes, ils veulent faire taire une voix libre et indépendante dans la société, mais aussi, c'est un message destiné à toutes les voix discordantes, à toutes les dynamiques autonomes et indépendantes dans leur action et dans leur réflexion. Le RAJ, on n'a rien à voir avec c'est pas une affaire judiciaire, c'est pas une affaire de loi, c'est une poursuite politique due au travail mené par RAJ et d'autres associations, avec d'autres associations. Je l'ai dit, je le répète, dans les requêtes du ministère de l'Intérieur, et ce qu'ils nous reprochent, c'est des activités ordinaires que nous avons organisées d'une manière publique comme celle-là. L'une des activités citées par le ministère de l'Intérieur, c'est d'avoir organisé
une rencontre au Forum de Raj où Saïd Sarhi est intervenu, ou Nasser Jabi est intervenu. Donc ce genre de rencontre citoyenne peut pousser à la dissolution de l'association, ce qui est une atteinte grave. Recevoir une délégation tunisienne de militants tunisiens au siège de l'association, plein Hirak, qui sont venus apporter leur soutien public au Hirak, est suffisant pour décider la dissolution d'une association. Donc ça, c'est pour vous dire réellement, même la loi 1206, qui est une loi liberticide, n'a pas suffi pour eux, pour se baser sur ces articles, pour dissoudre l'association. Donc ils sont passés à d'autres considérations. C'est à eux d'interpréter que organiser une telle rencontre porte atteinte à l'unité nationale, recevoir des militants porte atteinte à l'unité nationale ou qui sont contradictoires avec les objectifs ou la loi 1206 relative aux associations. Donc nous sommes dans l'arbitraire. Donc là, ça c'est le constat. Mais on revient toujours à la question que faire. C'est bien de faire un constat, c'est bien de dire on le partage. Je pense mettre à parler qu'il y a à fait signaler qu'il y a effectivement un recul, même en matière de solidarité, par peur, par la répression. Effectivement, on le sent, on le voit, il n'y a plus le même engagement. Donc il est temps aujourd'hui, non seulement de faire notre bilan, mais aussi de créer des ponts, des synergies entre nous. Parce que chacun de son côté, tout seul, il ne peut rien faire. Notre ami Chouicha a parlé de, soi-disant, d'aller vers une ligue fédérale et tout. Moi, je dirais même ça, ça veut dire avoir plusieurs ligues. Ce n'est pas un problème. Au contraire, on peut avoir des dizaines de ligues. Mais il faut conjuguer nos efforts. Il y a l'initiative du Front National contre la répression et pour les libertés. C'est quelque chose de bien. C'est bien qu'on le renforce. L'idée d'un observatoire national des libertés ou des droits humains, c'est encore, oui, c'est aussi un moyen. Donc il faut chercher comment capitaliser, comment rassembler toute cette énergie qui reste éparpillée au niveau national pour créer un rapport de force. Les détenus d'opinion qui a le chiffre, je pense, atteint les 300, c'est une responsabilité de tout le monde. On doit les défendre et aussi on ne doit pas oublier l'objectif pour lequel des millions d'Algériens sont sortis, qui est le changement du régime. Et je termine dans une minute. Donc certes, on doit se mobiliser pour les libertés et la libération des détenus et le respect des droits humains, qui est un dénominateur commun de toutes les dynamiques, de tout le monde, quelle que soit son obédience, quelle que soit son idéologie, parce qu'on ne peut pas construire un état de droit, une démocratie sans le respect des libertés et des droits humains. Donc ça, c'est un minimum qui peut nous rassembler, tout en mettant, ça veut dire, comme objectif principal, qui est le changement du régime. D'ailleurs, le combat pour le changement du régime n'a pas commencé en février, mais à partir de février, il est porté par des millions. Donc, même si les marches ont été interdites, réprimées, mais cette flamme, pour cette aspiration au changement du régime, instaurer un état de droit basé sur des institutions qui respectent les libertés et les droits des Algériens, elle existe, elle est là, on ne peut pas le tuer, on peut pas, donc le pouvoir est interpellé à cesser ça veut dire sa répression, sa fuite en avant, sa politique de fait accompli, parce que ça ne peut qu'aggraver la situation. Nous, de notre côté, on doit s'organiser, on n'a pas d'autre choix que de s'organiser. Juste aussi, mon ami Hussein m'a présenté comme ex-détenu. Moi, je respecte les détenus. Je suis un militant politique. On est prêt à donner de notre liberté, de notre temps, de notre énergie. Nous restons des militants politiques. Je suis président de l'association Raj, je ne vais pas me rougir. C'est une association qui a formé des militants, qui a formé des militants, qui a mené un combat. Nous sommes fiers de ce combat. Nous allons défendre cette association. Certes, elle est dissoute par le biais du tribunal administratif. Nous sommes légalistes. Nous allons continuer notre combat sur le plan judiciaire pour que l'association soit réhabilitée, rétablie. Et je termine. Et merci à tous comme ça. C'est justement des médias, c'est la question de la liberté de la presse.
le pouvoir, il instrumentalise la justice et aussi il est en train sur le plan médiatique, c'est-à-dire les médias, il a le monopole des médias, que ce soit la publicité, soit Vaina dans le collège. Donc, ça, nous déplorons justement Einstein et nous disons qu'il faut garder les espaces, il faut préserver la liberté de la presse, la liberté d'expression. Donc nous avons parmi nous un invité qui est journaliste, c'est Qadi Ihsan. Qadi Ihsan qui est directeur de Radio N. Donc à vous la parole. Merci pour la NFDH, merci pour ce 10e forum à l'occasion de la Journée internationale de droits de l'homme de m'avoir invité. Malheureusement, je n'ai pas pu vous rejoindre plus tôt. Je dois repartir vers un autre rendez-vous professionnel dans quelques minutes. Si je dois faire un tableau d'actuation, évidemment, on le connaît tous, mais peut-être qu'on ne le connaît pas sous un angle particulier. En fait, la politique de répression de l'expression en Algérie, avec son volet de la répression des médias et du travail journalistique, est une politique qui affaiblit durablement et stratégiquement l'État algérien. On ne s'en rend pas suffisamment compte, mais au jour où nous parlons aujourd'hui, et c'est un processus qui a été engagé, il faut l'admettre, sous l'ère de Bouteflika. La politique qui consiste à combattre les espaces d'indépendance des professionnels des médias, elle a asséché complètement le champ et la production de contenu algérien. Aujourd'hui, l'Algérie est vraiment un nain dans le monde. Et quand on parle des journalistes algériens, on en parle, ou des médias algériens, on en parle pour parler de ceux qui sont détenus, pour parler de ceux qui sont poursuivis, qui sont sous contrôle judiciaire, qui sont dans les sites sont bloqués. L'actualité des médias en Algérie est une actualité judiciaire et définitivement rien d'autre que judiciaire. Au jour d'aujourd'hui, Khalban n'a pas encore été rejugé. Notre collègue, je vais commencer par ceux qui sont là, Mahmoud Moudoud qui est en prison, qui a été accusé de faire partie du MAC, alors qu'il est poursuivi pour journaliste. On a deux autres journalistes qui sont détenus, dont quelqu'un qui est historiquement détenu à Boulisane depuis très longtemps. On a Karesh qui vient à peine de sortir de prison, qui a passé 6 mois en prison. Et donc, nous avons une situation, un tableau qui est strictement judiciaire. Mais au-delà, il y a plusieurs journalistes qui sont sous contrôle judiciaire, je suis moi-même. Au-delà, l'assèchement de la production de contenu algérien, en fait, met en péril stratégiquement la perception de l'Algérie dans le monde. Parce que la vision du monde et la vision de l'Algérie est produite ailleurs. Les contenus sont ceux de la propagande officielle à travers les médias publics, mais qui ne sont pas en réalité aujourd'hui, qui n'ont pas l'impact que ces médias pouvaient avoir il y a 20 ans. Et nous nous retrouvons dans une situation où le discours officiel ne passe que dans des cercles restreints. Les contre-discours indépendants de la société qui peut être produits soit par des médias indépendants, soit par les réseaux sociaux et les citoyens qui sont tous devenus des sources d'information, ces sources-là, cette production-là, elle est combattue et l'État a mis beaucoup de moyens pour la combattre. Et nous sommes vraiment dans une situation extrêmement grave. Voilà, on ne se rend pas compte que derrière les atteintes aux droits de l'homme, derrière la répression, il y a très souvent un processus d'affaiblissement du statut, du standing et de la perception d'un État et d'une nation. Voilà. L'Algérie aujourd'hui est malheureusement en termes de destination, on n'en parle même pas,
En termes d'attractivité économique pour les investissements, on connaît le tableau, les investisseurs quittent le pays. Bon, il n'est même pas possible d'en avoir de nouveau. Et l'image, c'est celle d'un État spartiate, autoritaire, brutal. Certes, bon, c'est pas celui de Sicile, c'est pas celui de la Biélorussie encore ou celui de la Birmanie, mais il est sur cet itinéraire-là, en tous les cas, clairement prostillé des libertés de la presse. C'est pas acceptable, c'est tout simplement pas acceptable. Le telling story, donc tout ce qui fait opinion, tout ce qui peut influencer l'opinion est produit dans la périphérie, produit ailleurs. J'en veux pour preuve quelque chose qui s'est déroulé dans les dernières 24 heures, la visite du ministre des Affaires étrangères français. Le conflit entre Alger et Paris, sa narration, elle s'est faite sur les médias français. En Algérie, on n'a aucune version algérienne de pourquoi on en est arrivé là. Les médias français, Le Monde, avec ses sources, avec sa proximité avec ses autorités, parce que c'est un média indépendant, mais qui dans les crises devient un canal respecté, qui fait passer un point de vue de l'autorité officielle. On apprend que sur le théâtre du Mali, il y a un conflit, que les Algériens ont tendance à ne pas respecter l'engagement. On apprend que la nomenclature algérienne fait pression pour le lycée français d'Alger, que ça devient insupportable pour inscrire les enfants de la nomenclature algérienne dans le lycée français. Bon, officiellement on combat le français, mais on sait que 90% des responsables se battent pour mettre leurs enfants dans les collèges et les lycées français en Algérie. Et on apprend que tel et tel dossier, il y a un problème là-dessus. Tout ça, c'est produit par des médias de l'autre côté. Est-ce qu'il y a en contrepartie des médias algériens qui peuvent produire ce qu'on appelle un telling story, une histoire algérienne sur, j'ai cité Algérie-France, mais il y a plein d'autres, la politique algérienne en Libye ou d'autres questions, c'est pas possible. Parce que nous sommes dans un processus de restriction et la mise en faillite de l'industrie des médias en Algérie. Donc voilà, je voulais, dans mon intervention, établir un lien entre la répression au quotidien, qui est devenue ordinaire, malheureusement, des journalistes qui sont poursuivis non plus comme journalistes, mais tout simplement sous le nouveau régime du code pénal, comme des citoyens qui n'ont plus la fonction de témoins, parce qu'en fait les journalistes sont des témoins, ils ont la responsabilité de témoigner de leur époque, de ce qui se passe dans leur société. Ils ne sont plus poursuivis comme cela, ils sont poursuivis tout simplement comme en fait des potentiels délinquants. Donc un lien entre cette politique de la répression qui s'est inscrite dans la durée et l'affaiblissement du contenu algérien, de la capacité de narrer, de raconter, d'analyser d'un point de vue algérien des faits qui impliquent l'Algérie. Et l'affaiblissement de cette capacité, c'est un affaiblissement stratégique, névralgique, que nous sommes déjà en train de payer dans le conflit avec le Maroc. Quand on écoute sur les plateaux étrangers, ce sont en règle générale les analyses des thèses du palais marocain, du pouvoir marocain, qui sont en filigrane repris parce qu'il y a cette capacité à produire, à laisser un discours se produire à l'étranger, à nourrir du lobbying, établir une unité du travail journalistique, libérer l'expression de la presse et remettre la possibilité aux investisseurs de venir dans cette industrie, la remettre continue d'être combattue. C'était la tâche principale du ministre partant, Ammar Ben-Hamed. Il avait fait de l'extinction quasi de la caporalisation des médias électroniques sa tâche prioritaire. Il a consacré une énergie forte à le faire. Donc, résultat aujourd'hui, ni sur les vecteurs traditionnels que sont la presse papier et les télévisions, radio privées, il n'y en a même pas, ni sur les nouveaux médias alternatifs, il n'y a de contenu algérien qui puisse émerger. C'est extrêmement préoccupant et c'est lié évidemment à la politique de la répression en non-respect des droits constitutionnels des Algériens à être informés. Je rappelle que la Constitution garantit aux Algériens le droit de s'informer. Merci. Merci Kader. C'est Zeki Hannache qui fait un travail remarquable par rapport justement aux détenus, par rapport à la liste
des détenus, de toutes les détentions, des procès. C'est lui qui informe. Donc, c'est un militant des droits humains. La parole est à lui. C'est pas méchant. Bon, باش ندخل directement. Il faut dire une chose, que la situation des droits humains en Algérie, c'est vraiment alarmante. Alarmante. Bon, نعطيكم quelques chiffres, نعطيكم أرقام حول المعتقلين والمتابعات القضائية في الجزائر في 2021. Actuellement, كاين 290 معتقل رأي في الجزائر. 204 plus de 280 des détenus en Algérie. Parmi eux, 5 femmes. Parmi eux, un président d'un parti politique, de l'NTR. Il y avait un avocat, المحامي عبد الرؤوف الكلاب اللي تم إحالة ملفه أمام قسم الجنايات. إيش تلقى محامي تاع الدفاع من أجل الدفاع اللي كان يدافعوا على منطقة للرأي. En plus de ça, c'est un défenseur des droits de l'homme. اللي يعرف عبد الرؤوف الكلاب اللي يكون c'est un défenseur des droits de l'homme. Plus que ça, ما دام تم إحالة الملف إلى محكمة الجنايات تم تأييد التهم. وعبد الرؤوف الكلاب متابع المادة 87 مكرر. Il est considéré comme un terroriste, un défenseur, un avocat. يعاود يتهم ويتم تقديمه على اساس ارهابي. هذا امر خطير جدا. الحال il y avait un président d'une association sur Babelouat, Nasser Mghni. Il y avait 2 journalistes qui sont présents, Mouloud Mohamed, un journaliste de Liberté, et Bourad Hassan. هذا depuis 2021, le bilan de 2021, il y a plus de 500 personnes. أكثر من 500 مواطن من جميع شرائح المجتمع تم إنتهاء الحبس. Plus de 500 personnes ont été mis en mandat de dépôt durant l'année 2021. Plus de 7000 personnes, أكثر من 7000 مواطن تم اعتقاله. Plus de 7000 arrestations en 2021. Plus de 1000 personnes. أكثر من 1000 مواطن a été en garde à vue. أكثر من 1000 مواطن تم وضعه تحت النقب. Des femmes, des vieilles femmes, des veillants, des jeunes, des universitaires, des défenseurs des droits de l'homme, de toutes les كل شرائح المجتمع. تقريبا كل شرائح المجتمع تم وضعها تحت النظر وتم تقديمها أمام العدالة بسبب هذا. C'est juste pour leurs droits. قاموا بإبداء رأيهم تم تقديمهم سواء par leur engagement aux manifestations de terrain, soit pour leur publication ou leur déclaration ou opinion sur les réseaux sociaux. Voilà. Il faut dire une chose aussi, quand on compare le bilan de 2021, كيشوفوا الارقام هذه في 2021 تاع التعديات على حقوق الانسان وحريه التعبير في 2021 ça dépasse 3 fois. Ça dépasse 3 fois في 2 années de 2017 et 2020. كيف الحراك في 2019 والقياسات والقياسات في 2019 و 2020 ونقارنوها في 2021 les chiffres disons c'est que 3 fois. يعني dans une année la répression de 2021 est alarmante. النظام الجزائري حاول يقوم بالتصعيد في 2021 صعد في جميع المجالات. صعد من حيث المتابعات القضائية، صعد من حيث الاعتقال، يعني من حيث إذا أعطيكم شو نفكركم la première condamnation. La première condamnation pour les détenus du Hirak a été le 11 novembre 2019. Le verdict a été 6 mois de prison. C'est ça le premier verdict. Il a été choquant pour nous. Actuellement, les condamnations, les condamnations, les condamnations, c'est pas seulement ça. كيف بدات الملاحقات القضائية في حق المتظاهرين السلميين والتي كونغاجيو حراك كانت في des accusations correctionnelles.
من بينها المجلس بالوحده الوطنيه، تحرير على الجمهور، اعاده النظاميه، civilisation correctionnelle. Actuellement, il y a plus de 150 détenus. أكثر من 150 معتقل رأي متابع للمادة 87 مقرر، وهي المادة المتعلقة بالإرهاب. هذه المادة مادة تعتبر خطيرة، أنه عندما يكون مناضل رأيه يتابع بمادة الإرهاب، c'est pas seulement ça. Quand on voit la propagande des chaînes de pouvoir يتم تقديم مواطن أو معارض مهما كان صفته على أساس أنه إرهابي، يتم تقديمه في القنوات الإعلامية للنظام على أساس أنه إرهابي. لا يتم فقط إذاعة الحبس فيه السمعة تاعو. النظام يحاول يدير أمور، يحاول يبني جدار الخوف بين كل شكون يهضر على حقه وشكون يعارض النظام هو مصير يولي إرهابي. لا لوا 87 في المادة 87 مقرر تم تعديلها بطريقة غير دستورية. تعديل المادة 87 مقرر من قانون العقوبات الجزائري الذي تم تعديلها في سوريا. لا يحق لرئيس من ذلك ليس على حياة رئيس الجمهورية تعديل مادة في قانون العقوبات. La chose qui est choquante, la chose qui est la plus grave, c'est que أنه عندما يصل حقوقي، عندما يصل محامي، عندما يصل صحفي، عندما يصل أستاذ جامعي، عندما يصل طالب جامعي، عندما يصل فلاح، عندما يصل النظام ما هوش يسيطر. Le pouvoir actuellement, toute personne parle, toute personne. Et quant au système, pour toute personne, c'est pas seulement ça, toute personne revendique ses droits. الحق انك تصل طالب بحقك تلقى روحك في الحبس. ماشي هذا كتبر، يتم انه يتم تسوى كونسيديري كوم لي تيروريست. يعني الحالة من الاعتقالات ثم صعد من المتابعات القضائية، الآن راه صعد حتى في التهم الموجهة للمواطنين. أنا حبيت نسميهم مواطنين لأنه ليس فقط معارضين، ليس فقط أحزاب سياسية، tout le monde est concerné, tout le monde est touché. ما كانش حد الآن ولا جهة، ما كان حد الآن ولا حزب سياسي معارض لحد الآن ولا جمعية. الحق أنه مثل الجمعية Je pense que nous sommes dans une phase où nous pensons, ou bien nous réfléchissons, ou bien nous avons à peu près tous la même position. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. D'accord. Donc je pense que nous avons tous actuellement, nous sommes arrivés à un même niveau de réflexion et de positionnement. Donc je ne vais pas répéter ce qu'ont dit les camarades, ça ne sert à rien puisque nous le savons déjà. Mais je voudrais intervenir d'abord sur deux points. Le premier point, je pense que c'est vrai que nous traversons une période très difficile. Mais je n'ai pas la même vision de cette période. C'est une période très difficile pour nous, mais c'est une période qui est lourde de changements potentiels très importants. Pourquoi? Parce que il y a l'avant février 2019 et l'après février 2019. Dans le sens où, avant février 2019, nous étions une petite poignée à crier sur les toits et à parler des droits de l'homme, à parler des libertés fondamentales, à parler surtout à avoir à peu près la même vision du pouvoir en Algérie. On disait qu'il y avait une sorte de vitrine pseudo-démocratique et que derrière il y avait des décideurs, des choses qui n'étaient pas partagées par beaucoup de personnes. Mais après février 2019, je crois que là, tout notre travail a eu des résultats dans le sens où c'est le peuple qui est sorti en ayant cette vision. Donc il y a eu une avancée considérable. On ne se rend pas compte maintenant, puisque depuis 2 ans, on marchait, on criait, on était tous ensemble.
à la limite, on avait l'impression que c'était normal, mais je pense qu'il ne faut pas oublier le changement radical qui s'est passé. Maintenant, la majorité de la société en Algérie a à peu près la même position. C'est que les questions des droits de l'homme, les questions des libertés fondamentales, qu'elles soient individuelles ou collectives, sont très importantes, qu'on ne peut pas ne pas en parler, mais c'est aussi à la même lecture du pouvoir en Algérie. C'est pourquoi justement le pouvoir en Algérie redouble de férocité, puisqu'on l'a atteint dans un domaine où il cherchait tout le temps à mettre en avant une vitrine pseudo-démocratique, mais à décider du sort de l'Algérie, alors que du point de vue constitutionnel, il n'avait pas le droit de décider. Donc ceux qui décident ne sont pas responsables devant la loi, puisqu'ils n'ont pas le droit de décider. Donc voilà le premier point. C'est pourquoi, malgré toutes les difficultés, je suis optimiste, puisqu'il y a eu un changement radical au sein même de la société algérienne, au sein de la jeunesse algérienne, qui à un certain moment était devenue apolitique ou bien avait même peur de parler de politique. Et maintenant, ce n'est plus la même chose. C'est vrai qu'il y a des contraintes, il y a des emprisonnements, il y a la maltraitance et tout ça, mais je pense qu'on ne peut pas dire, on est obligé de dire qu'il faut accepter ça puisqu'on veut avancer. Et deux questions donc, qui me paraissent fondamentales, c'est-à-dire que nous savons tous qu'il nous faut agir non seulement par rapport à l'international, aux instances internationales, qu'elles soient des instances qui soient liées à l'ONU, sans être innocents, sans croire qu'il n'y a pas de politique, il n'y a pas les intérêts. Il y a des intérêts partout, il y a la politique partout. C'est à nous aussi de faire de la politique et de voir par rapport à nos propres intérêts, donc sans avoir une vision angélique des choses. Donc que ce soit les institutions internationales qui sont liées à l'ONU, ou bien les organisations, les fédérations internationales, les ONG, qui parlent des droits de l'homme, ou même des droits syndicaux, ou bien. Donc nous devons intervenir là-dessus, tout le monde l'a compris, alors qu'à un certain moment nous étions qu'un petit nombre à dire que c'est important. Mais nous devons aussi conserver le fait qu'il faut qu'il y ait des pressions de l'intérieur. C'est une relation dialectique entre les deux. Et cette pression à l'intérieur, j'en avais déjà parlé avec certains, je crois que nous sommes arrivés à une limite. Si nous ne savons pas reconstruire une ligue unie au niveau national, nous sommes en train de nous fatiguer les uns les autres. Il y a maintenant un objectif fondamental, si on veut peser, que ce soit à l'intérieur ou bien même à l'extérieur du pays, il nous faut reconstruire à tout prix une ligue unie en dépassant les problèmes qui soient objectifs, qui soient subjectifs. C'est-à-dire chacun a une propre vision de ce qu'est la ligue, de ce que sont les personnes, mais nous devons dépasser tout ça parce que c'est une nécessité en ces temps durs où la répression est un phénomène qui règne au sein du pays. Nous devons viser la reconstruction à tout prix. Pourquoi? Parce que vous savez tous que l'Algérie officiellement, ça ne veut pas dire qu'elle va le faire, a accepté la venue d'un rapporteur spécial sur la liberté d'association et la liberté de manifestation. Et je vois très mal un rapporteur. Donc, la rencontre, les conditions ne s'y prêtent pas pour ouvrir un débat avec la presse toulouche, vu les difficultés qu'on a rencontrées pour la retransmission. Donc, nous tenons quand même à rappeler de la présence justement des médias pour dire aux autorités qu'il faudrait respecter les conventions et les traités que l'Algérie a ratifiés. L'Algérie a ratifié ces textes et dans la constitution algérienne, les libertés sont garanties. Donc aujourd'hui, nous exigeons à ce que ces libertés soient respectées, à cesser toutes les intimidations, les arrestations et les harcèlements envers les citoyens, à la libération aussi de tous les détenus et la levée de toutes les restrictions à l'exercice des libertés politiques, syndicales, associatives.
Donc voilà, soit quelqu'un a un niveau qui Ivan Lassen, Raphaël Idishouten, Iserfen Moumden. C'est le 73e anniversaire. Nous espérons que les droits soient garantis et qu'ils soient respectés dans notre pays. C'est une merde à te conseiller.